Alors, je cède la parole pour la poursuite du débat à M. le député de Bourget. Monsieur le député de Bourget. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je l'admets. J'admets que le discours inaugural du 23 février dernier était bien amorcé. Je cite la toute première phrase prononcée par le Premier ministre. Comme nation francophone d'Amérique, nous devons nous faire entendre pour affirmer notre différence et notre manière d'être. Fin de la citation. C'était bien parti. Mais malheureusement pour le reste, à tire d'aile, malgré quelques efforts louables au chapitre des vœux pieux, tout est tombé à plat. Le Premier ministre rappelant des priorités certes importantes, mais qui, objectivement, dans les faits, sont inscrites au cœur même de toute action minimale d'un gouvernement digne de ce nom. Aussi, quand le Premier ministre annonce que, pour l'avenir, il privilégie 5 priorités: l'éducation, l'emploi, le développement durable, la maîtrise de nos ressources et la santé, il ne fait que confirmer le rôle de l'État dans ce qui est sa mission élémentaire. Monsieur le Président, c'est au pied du mur qu'on juge le maçon. Aussi, il est instructif de noter que la priorité des priorités du gouvernement libéral, depuis son arrivée au pouvoir en 2003, soit la santé, se retrouve maintenant au 5e rang des priorités, alors que l'état de la situation a empiré. Triste aveu d'impuissance, voire d'échec, comme nous le rappellent les médias quasi quotidiennement, sur la situation dans nos hôpitaux et dans nos centres d'accueil pour les personnes âgées, tout comme le rappelait hier notre collègue de Crémazie en réclamant un plan d'urgence de ce gouvernement afin de contrer la crise à laquelle nos aînés vulnérables font face. Monsieur le Président, à l'instar de la députée de Crémazie, je suis profondément choqué par tous les cas de négligence envers les aînés rapportés dans les médias. Le système d'aide et de soins aux aînés craque de partout. Plus de 7000 personnes sont dans l'attente d'une place en centre d'hébergement et rien n'est prévu pour faire face à l'augmentation du nombre des personnes âgées au cours des prochaines années. Et comment qualifier les décès tragiques pour cause de négligence qui auraient pu être évités? Dans d'autres circonstances, notamment chez nous, dans Bourget, ce sont près de 400 personnes âgées qui attendent depuis une décennie la relocalisation de ce centre. Celui-ci s'appelle le centre Jeanne Lebert. Il ne permet plus à ces personnes âgées, de l'avis même du ministère de la Santé et des Services sociaux, de vivre dans ces lieux inadaptés à leurs conditions. Monsieur le Président, je dirais qu'en fait, ce discours inaugural m'a fait penser à une publicité qu'on peut voir ces jours-ci à la télévision et qui montre une dame, tarte aux pommes à la main, bien fumante, faire le tour de sa maison pour la rendre plus accueillante à un éventuel acheteur. Un vieux truc d'agent immobilier que le Premier ministre a utilisé pour parfumer son discours
dans le dessin de Grimet, de farder les vices sibylliques de ses pénates. Mais les Québécoises et les Québécois, loin d'être des benets contemplatifs, ont rapidement flairé la manœuvre et la tentative de diversion. Ils ont compris, comme plusieurs d'entre nous, que ce gouvernement est en panne d'idées et surtout que celui-ci ne répond plus aux préoccupations de la population. Sur la question de l'éthique et de la démocratie, notre chef, la députée de Charlevoix, l'a bien exprimé en soulignant que ce gouvernement, malgré la volonté tangible de la population, ne tiendra pas une commission d'enquête publique et transparente sur l'industrie de la construction. Voici donc un bel exemple de ce que le Premier ministre aurait pu inclure dans son discours afin de recentrer son action sur ce qui préoccupe la population. C'est cela l'essence même d'un exercice authentique et inattaquable d'un discours inaugural. Une autre belle occasion manquée est celle relative à l'intégration de nos immigrants. Un sujet qui, sans l'ombre d'un doute, embarrasse constamment l'opinion publique depuis quelques années. Comme je le disais au début de mon propos, la première phrase du discours du Premier ministre semblait nous amener dans cette direction lorsqu'il a parlé d'affirmer notre manière d'être. Mais ce ne fut qu'une belle phrase, sans suite véritable, effleurant brièvement le sujet en mentionnant que les immigrants devraient s'intégrer à notre société francophone et partager nos valeurs fondamentales, et ce, en précisant qu'ils sont venus, et je le cite, « le cœur gonflé d'espoir et prêts à vivre comme tous les Québécois ». Fin de la citation. C'est un peu court, tout de même, sur un débat qui interpelle actuellement toute la société québécoise. Le fait d'ignorer les enjeux relatifs à l'immigration et à l'intégration, à ce moment bien précis, est un autre aveu majeur d'insouciance, voire d'irresponsabilité. Et je le dis en toute amitié. D'ailleurs, à la lueur du projet de loi 94, on s'explique mieux la mollesse et la flaccidité de ce gouvernement sur une question de société délicate, certes, mais une question dont le Québec ne peut plus faire l'économie. Ne pas aborder de front toutes ces questions entourant l'intégration de nos immigrants est carrément je m'en fichiste. Aussi, les abandonner à la logique du multiculturalisme tel que mis en place par l'ancien Premier ministre Pierre Elliott Trudeau est tout aussi irresponsable et nous mène tout droit à un communautarisme de repli où les cultures, plutôt que de se mélanger pour contribuer à l'échafaudage d'une nation québécoise viable, durable, se cloisonnent dans leur coin, dans leur quartier, inspirant la défiance plutôt que la confiance. Pourtant, bien que davantage présente dans le débat public depuis 4 ou 5 ans, pensons simplement au débat entourant la commission Bouchard-Taylor, ce n'est pas d'hier que cette politique du multiculturalisme fait des vagues et suscite des interrogations au Québec. Monsieur le Président, permettez-moi de citer le professeur Claude Corbeau, aujourd'hui recteur de l'Université du Québec à Montréal, qui, en 1992, dans son livre intitulé
mon appartenance essaie sur la condition québécoise, qualifiait déjà le multiculturalisme de politique génératrice d'illusions et générateur de divisions. Le multiculturalisme, écrit-il alors, est une impasse qui, au pire, conduit à la formation de ghettos. On ne peut faire vivre une littérature, une musique, un ordre social, un système d'éducation, un mode d'organisation économique complet en terre étrangère. Du processus d'intégration sont issues des sociétés, des nations nouvelles, originales, capables d'une contribution différente, mais irremplaçable à l'aventure de l'espèce humaine. Par ailleurs, le processus d'intégration est doublement bénéfique pour la société d'accueil qui s'en trouve enrichie et renforcée et protégée contre l'intolérance qui naît de l'insécurité collective, pour l'individu qui acquiert une identité sociale et une appartenance culturelle essentielle à une vie harmonieuse et productive. Fin de la citation. Le professeur Corbeau constatait déjà en 1992 que le Québec accueillait par milliers un nombre significatif d'immigrants provenant de pays où les rapports entre sexes sont profondément inégalitaires et où l'État et la religion sont très imbriqués. Il y a là, disait-il, un haut potentiel de conflit avec les valeurs fondamentales de la société québécoise, ajoutant que l'intégration est le processus qui seul permet à une société de continuer harmonieusement son évolution et de se mettre à l'abri des conflits insolubles. Il avait bien raison. Il avait bien anticipé l'avenir. Et anticiper l'avenir, n'est-ce pas notamment ce que l'on attend d'un bon gouvernement sur ces questions-là? Comme je l'ai déjà dit dans cette Chambre, Monsieur le Président, force est de constater que le Canada est peut-être un beau pays, mais il est aussi un port de plaisance pour une poignée d'intégristes, de fondamentalistes et de radicaux religieux au cœur sectaire qui divisent, qui fragilisent même leur propre communauté d'appartenance. Ils empoisonnent de fait la cohésion sociale. De là, la nécessité, voire l'impératif pour le gouvernement du Québec de définir clairement la nature de l'accommodement raisonnable et la nature de la laïcité, dis-je, de l'État, qui éviteront le règlement au cas par cas et la discrimination, voire la stigmatisation de telle ou telle catégorie de la population. D'où notre proposition au Parti québécois d'une charte de la laïcité qui permettrait aux tribunaux de pouvoir interpréter le droit en fonction d'un texte de référence et non en fonction d'une jurisprudence au cas par cas de demande d'accommodement raisonnable. L'adoption d'une charte de la laïcité au chapitre de l'intégration, voilà une mesure fondamentale, transcendante, qui aurait nourri et élevé le discours inaugural du gouvernement s'il en avait eu le courage et la volonté politique. En lieu et place, nous avons le projet de loi 94, un projet de loi jugé insuffisant, incomplet, voire inutile,
et cela par bon nombre de groupes et associations entendus en commission parlementaire. Un projet de loi qui n'apporte rien de nouveau quant à l'affirmation de la laïcité de l'État. Monsieur le Président, plus que jamais, il est temps d'adopter une charte qui définisse les balises qui nous permettent de vivre ensemble, harmonieusement, et de construire ensemble, au-delà de nos différences, au-delà de nos origines, une société égalitaire et inclusive. En référence aux audiences de la commission Bouchard-Taylor, il est acquis que le débat public n'arrivera probablement pas à un consensus et qu'il appartient à l'État d'intervenir pour définir les balises, pour tracer les lignes directrices et conséquemment éviter les psychodrames et les dérapages idéologiques. Il y a quelques jours, Monsieur le Président, M. Gérard Bouchard, coprésident de la commission Bouchard-Taylor, sur les accommodements raisonnables, déplorait, 3 ans après le rapport de la dite commission, que le Québec n'ait pas beaucoup avancé sur le chemin des relations avec les minorités religieuses. Selon lui, tel que cité par le quotidien La Presse le 2 mars 2011, le débat sur les accommodements s'est enlisé et est jonché de malentendus et d'incertitudes. Et bien que ce débat soit moins intense qu'il y a 3 ans ou 4 ans, les controverses récentes montrent que les malaises ne sont toujours pas guéris. Il soutient également, par ailleurs, comme plusieurs, que nous n'en serions pas là si le Québec s'était doté d'une charte de la laïcité, d'une loi cadre ou d'un office d'harmonisation, comme l'a proposé la Commission dans son rapport. Il rappelle, à titre d'exemple éloquent, le fait où il a fallu l'intervention d'un ministre pour trancher le cas d'une élève de cégep qui tenait à garder son niqab en classe. Bref, compte tenu de la nouvelle donne, notamment en raison de la mondialisation, qu'est-ce que le gouvernement fait pour aider les immigrants à vivre harmonieusement au Québec? Surtout s'ils ont été, pour la majorité d'entre eux, intoxiqués par l'idéologie multiculturaliste à la canadienne. Monsieur le Président, un discours inaugural inspirant aurait, entre autres, abordé sérieusement toutes ces questions reliées à l'intégration et courageusement fait le constat des effets pervers du multiculturalisme, comme l'ont fait des pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas et plus récemment la France. Le Premier ministre britannique, M. David Cameron, est celui qui le mieux a exprimé et résumé cet échec. J'ouvre les guillemets. Avec la doctrine du multiculturalisme d'État, disait-il, nous avons encouragé les différentes cultures à vivre des vies séparées, séparées les unes des autres et coupées de celles de la majorité. Nous avons échoué en ne proposant pas une vision de la société à laquelle ces sociétés auraient pu se sentir appartenir. Nous avons toléré les communautés pratiquant la ségrégation et se comportant de manière totalement opposée à nos valeurs. Fin de la citation. En fait, le sujet prend une telle importance dans le débat public qu'un symposium international sur l'interculturalisme sera tenu à Montréal à la fin du mois de mai prochain. À l'initiative, entre autres, du professeur Gérard Bouchard, cet événement, peut-on lire dans leur site Internet, vise à combler
un besoin pressant d'orientation, de politique et de balises à l'intention des décideurs des institutions publiques et privées, tout comme à l'intention des citoyens en général. Souhaitons que ce gouvernement soit présent à ce symposium pour se brancher et affirmer notre conception consensuelle du vivre ensemble au Québec. Monsieur le Président, comme Monsieur Gérard Bouchard, nous sommes d'accord au Parti québécois sur l'importance de relancer le débat sur l'interculturalisme afin que le Québec adopte, en plus d'une charte sur la laïcité, un modèle traçant des voies de l'intégration adaptées à nos besoins et à nos aspirations. Débarrassé du carcan constitutionnel canadien et de la loi sur le multiculturalisme, un Québec souverain nous permettrait évidemment d'avancer plus rapidement dans cette voie. La mondialisation nous amène aux mêmes conclusions. Par ailleurs, je constate, comme toutes et tous, que ce discours inaugural ne propose pas une seule mesure pour renforcer la langue française au Québec, pour renforcer la loi 101. Comme toutes et tous également, j'ai le souvenir de l'infâme bâillon du 18 octobre 2010 pour nous imposer l'adoption de la loi 103 sur les écoles passerelles. Nous nous souviendrons longtemps de cette loi qui a créé deux classes de citoyens. Celle qui peut s'acheter des droits linguistiques et celle qui ne peut pas. Nous avions eu alors des mots sévères pour condamner ce bâillon sur une question aussi fondamentale et vitale que l'avenir du français au Québec. Le mot résignation est celui qui, malheureusement, nous revient constamment pour décrire la posture de ce gouvernement relativement à sa volonté obsessionnelle de contribuer à la mitigation de la charte de la langue française. Ceci explique sans doute cela. Ces oublis volontaires, Monsieur le Président, ressemblent de plus en plus à un chapelet qui s'assimile à l'abandon, à l'alanguissement, à l'aliénation, à l'apostasie, à la capitulation, à la défaite, à la défection, au déguerpissement, au délaissement, à la démission, à la déréliction, à la désappropriation, à la désertion, au désintéressement, à la désinvolture, au désistement, au dessaisissement, au détachement, au dévêtissement, à l'enterrement, à l'épanchement, à la faiblesse, au fatalisme, au fléchissement, au forfait, à la fuite, à l'incurie, à l'infidélité, à l'insouciance, au lâchage, au laisser-aller, au largage, à la mollesse, à la naïveté, à la négligence, à la nonchalance, à la reculade, à la reddition, au reniement, au renoncement, à la renonciation, à la résignation, à la rétractation, au retrait, à la soumission, au vide, au volte-face. Monsieur le Président, on entre en politique avec un bel avenir devant soi, mais attention de ne pas en sortir avec un terrible passé, dit un proverbe italien. Monsieur le Président, vous me permettrez donc de faire la motion de grief suivante.
que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement libéral et son Premier ministre pour leur absence de vision et de volonté relativement à une réelle intégration de l'ensemble de nos immigrants à la société québécoise. Merci. Je vous remercie, M. le député de Bourget, de votre intervention. Et comme vous le savez, cette motion de grief s'intègre à partir de maintenant au discours inaugural, bien sûr, après que la présidente a statué sur sa recevabilité.